Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des Vivants. Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes 15 années de pratique de la méditation mainstream, ce que j'en ai tiré, ce que j'ai appris et tout à la fin, je te parlerai d'expériences un petit peu exceptionnelles que j'ai pu ressentir. Le but, c'est quoi? C'est pas de t'inviter à faire de la méditation, c'est de montrer la méditation sous un tout autre angle pour que tu en fasses, si tu veux pratiquer, un outil d'observation et de compréhension de soi, bien plus qu'un outil de vieux yogi en quête de relaxation et puis de je sais pas quoi. Si tu as besoin de faire des trucs mystiques, fais comme Alanis Morissette, va en Inde et puis après tu diras merci à l'Inde. Bref, revenons à nos moutons. Je te disais, moi je suis un praticien, pratiquant, je sais pas comment on dit, de la méditation mainstream. Euh, j'ai démarré en partie avec ce bouquin, en fait, enfin, j'ai eu la chance d'avoir un parcours de formation quand j'étais salarié et qui a fait qu'il y a un gars qui nous a mis, une nana qui nous a mis, pardon, à la méditation. Il nous a fait tester, je me suis dit, waouh, c'est pas mal ce truc-là, même si j'avoue que j'étais un gros galérien. Et j'ai amené ça dans l'entreprise où j'étais, et puis j'ai fait intervenir un gars. Et puis ma conjointe m'a offert ce bouquin-là. Si tu vois pas en vidéo, c'est Méditer jour après jour de Christophe André. C'est pour ça que je dis mainstream, parce que moi, honnêtement, je ne suis pas allé me mettre dans un ashram ou je sais pas quoi pour démarrer la méditation. J'ai lu ce bouquin dans lequel il y a des intersections entre la méditation, le texte, la littérature et l'art plus largement, des peintures, des choses comme ça, que je trouve fascinantes et qui m'ont aidé à rentrer dans cet univers-là en le démystifiant plutôt que de chercher à me mettre en position du lotus avec je me serais cassé un genou, c'est tout ce qui se serait passé. Et donc dans cette pratique de la méditation, je me rappelle très bien quand j'ai démarré, c'est moi qui faisais venir le gars, j'ouvrais une salle, j'avais négocié un vieux machin tout dégueulasse, mais bref, il y a du soleil, c'était un endroit quand même assez sympa. Le gars venait et puis il expliquait dans une posture vraiment de méditant, j'apprécie beaucoup, hein. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien de tout ça, et puis vas-y qu'on se met en posture sur un coussin. Et puis là, il parle un petit peu, puis au bout d'un moment, il s'arrête, et on est censé kiffer notre life. Et moi, laisse tomber, ce moment-là, quand je faisais ça, bah déjà la posture, c'était loin d'être simple, j'avais tout le temps mal au dos, j'étais souple comme un tronc d'arbre, comme un chêne. Et quand démarraient ces méditations, bah non seulement j'étais pas bien, j'étais pas confort, mais en plus j'avais toujours l'esprit qui vadrouillait, etc. Bref, j'en tirais rien et ça a duré comme ça des mois, c'est sûr, probablement des années où j'observais les autres réussir et pas moi. Et à ce moment-là, la première chose qui m'est venue, c'est Davy, la méditation, peut-être que tu t'acharnes, mais c'est pas pour toi en fait. Il y en a plein qui disent non, mais la méditation, j'ai essayé, c'est pas pour moi. Et bah, je me suis dit, c'est peut-être ça. Et avec le recul, en fait, je crois pas que ça soit ça le problème. Je crois pas du tout que ça soit la méditation le problème, mais bien ailleurs. Et pour ça, plutôt que de t'expliquer mon expérience, je vais te donner un peu les couches de progression que moi j'ai personnellement pu suivre pardon, au travers du bouquin que je te citais, là, de Christophe André, et puis du petit, à l'époque c'était un CD qu'il y avait dedans pour suivre les méditations guidées. Et je pense que c'est des couches relativement habituelles. Donc la première des couches, en tout cas ce par quoi tu démarres quand tu fais de la méditation, on te fait asseoir sur une chaise, en bout de chaise, ou sur un coussin, quelque chose comme ça, et on te dit, ok, prends un grand inspiration, expiration, relâche-toi, positionne-toi bien, et respire, et mets ta conscience sur la respiration. Et moi, je me rappelle faire ça. Alors, franchement, ça va bien, une, deux, trois inspirations, expirations, et puis la quatrième, systématiquement, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est reparti. Le cerveau, le mental, là, se remet en marche. Et vlati pas, mon pote, que je me retrouve dans la réunion suivante, que je me retrouve dans une histoire improbable que j'ai même pas choisie, que je repense à ce que j'ai fait ce matin, etc. Et quand on fait de la méditation, très rapidement, ce qu'on te dit, si ton mental s'échappe, si ton esprit s'échappe, ramène-le, c'est pas grave. Bah quoi, c'est pas grave. Moi, je suis là pour faire de la méditation. J'ai envie d'être posé, tranquille, me détendre, et je vois bien que j'y arrive pas en fait. Mon esprit se casse, se fait la malle, et je suis plus du tout dans la méditation. Je suis plus du tout connecté à cette respiration qui commençait à m'apporter un tout petit peu de soulagement, d'apaisement. Je suis reparti dans le mental. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis dans le mental? Bah, non seulement je pense au truc,
mais je vis le truc en question. C'est-à-dire que si je pense à un truc de stress, je vis la situation de stress en question. Si je pense à, tiens, après, il faut que je me dépêche de manger, c'était le cas à l'époque, il faut que je me dépêche de manger pour aller à la réunion suivante et j'ai pas préparé la réunion suivante, comment je vais faire? Eh ben, je vis le stress dans ma tête, mais aussi dans mon corps. Je sens les crispations. Enfin, maintenant, je le sens. Avant, je suis pas sûr que je le sentais. Qui correspondent à ça. Et la petite chimie personnelle qui fait que le cœur s'emballe un peu, etc. Et que ma respiration se refait plus courte, ben, je le vis vraiment. Et ça, c'est vraiment le point fondamental sur lequel, perso, enfin, je me suis longtemps jugé, je crois, en me disant j'y arrive pas, la méditation, c'est pas fait pour moi. Mais si, l'espace d'un instant, on enlève le mot méditation pour revenir à ce que je te disais précédemment, observation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis factuellement en train de faire? Je me pose sur une chaise ou sur un coussin ou je sais pas quoi. J'essaye de mettre mon attention sur la respiration à l'endroit qui est le plus sensible pour moi. Et là, mon esprit se barre. Donc j'essaye d'observer ce qui se passe pour moi. J'essaye pas de faire bien l'exercice, j'essaie d'observer ce qui se passe quand je me connecte à la respiration. Mon esprit se barre. Je peux dire que la méditation, c'est pas pour moi, ou je peux dire, tiens, les moments où j'ai suffisamment de tranquillité pour observer mon propre fonctionnement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon mental va partir dans des histoires que je n'ai pas choisies, va me faire vivre des sensations, des vécus que je n'ai pas choisis, et je pourrais appeler ça méditation et dire ça me va pas, ou je pourrais dire en fait le problème c'est pas la méditation. La méditation, c'est le tableau de bord. Le problème, entre guillemets, c'est que ça, c'est ma réalité. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce que je vis pendant la méditation, je ne le vive pas au quotidien. C'est-à-dire que mon cerveau se barre faire des aventures et m'emmène avec lui, et je suis esclave de finalement ce que mon réseau de neurones qui s'est câblé d'une certaine façon a décidé de m'imposer comme histoire et comme zone de stress, etc. Donc là où je veux en venir, c'est que la première chose, c'est que la méditation, pour moi, n'est jamais le problème. Alors on peut avoir des difficultés physiques, etc., mais on pourrait même y revenir là-dessus. Je crois que la méditation, si on enlève ce mot-là qui est connoté pour mettre le mot observation, eh bien on a juste un temps où on s'observe. Et quand on s'observe, eh ben, c'est peut-être pas agréable. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'on est incapable de contrôler l'histoire qu'on se raconte. Et du coup, si quand je me laisse embarquer par ces histoires-là, que je vis des états de stress et que je sors de ces moments-là où mon cerveau est parti en vadrouille, me mettre dans des états de stress factices d'une certaine façon, c'est-à-dire il y a pas, j'ai pas été agressé physiquement, j'ai pas eu un danger de mort imminent et pourtant j'ai ressenti de la peur, du danger, eh bien, si tu prends une journée où tu es exposé en permanence à ce niveau de stress qui va depuis, ok, j'ai dormi à peu près bien, et puis petit à petit, je remplis ma jauge de stress parce que mon mental m'emmène dans des contrées hostiles, eh bien, le moment où je rencontre une vraie difficulté, je monte au plafond parce qu'il y a un moment où j'arrive plus à gérer mon stress. Et ce qui me semble, enfin, tu vois, le cran d'après, quand tu vas plus loin, c'est que ça revient à quelque chose que tu as sûrement déjà entendu, c'est que notre mental, nous façonnons notre propre réalité. C'est-à-dire nous faisons l'expérience de finalement une partie de ce que nous pensons. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que si moi, pendant ma méditation, je pars dans des états de stress, je me confronte à une situation stressante, eh bien, elle paraît décuplée par rapport à quelqu'un qui a bien dormi, c'est rien passé pour lui, et il rencontre une difficulté beaucoup plus simple à gérer. Donc voilà, la première chose que j'ai envie de partager sur mon expérience de la méditation, c'est que la méditation n'est rarement le problème. Le problème, c'est l'expérience que tu fais pendant la méditation, qui est peut-être pas très cool, parce que toi, tu as envie de faire des expériences, tu as envie de trouver de la tranquillité, etc. Mais tu mets une intention sur une méditation qui, le gars nous le disait tout de suite, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'intention sur la méditation, il y a juste d'être juste là, maintenant, ici et présent. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis là, maintenant, ici et présent? Eh ben, c'est hyper désagréable parce que je suis présent à moi-même et ce moi-même, c'est un mental qui gamberge tout le temps, qui me raconte des histoires. Et ce qui se passe pendant la méditation se passe exactement en dehors. Donc, si tu n'aimes pas ce qui se passe pendant la méditation, plutôt que de blâmer la méditation, pose-toi la question de, tiens, ça c'est l'expérience de mon propre fonctionnement. Voilà, j'insiste un petit peu sur ce truc-là parce que je trouve qu'il est absolument fondamental et c'est toujours pareil
On regarde un certain nombre de choses comme il me manque du temps. Le problème, c'est pas le temps en soi, c'est l'utilisation que j'ai du temps et qui fait qu'à l'impression, à la fin de la journée, j'ai l'impression que j'ai pas fait assez. Mais le problème, c'est pas le temps. Il y aurait 48 heures, je ferais la même merde entre guillemets. Donc ça, c'est le premier niveau. Une fois que j'ai compris ça, ok, je vais revenir à la méditation, je reviens à la respiration, l'observation de ma respiration, l'impact que ça a en moi. Je sens que peut-être ma respiration se fait un peu plus profonde à un certain moment donné. Et je sens que petit à petit, j'arrive à la deuxième couche qui est le corps. Dans le corps, quand je commence à faire cette expérience de la méditation, de l'observation de moi, eh bien, je vois que ça fait bouger non seulement ma poitrine, souvent le haut de la poitrine, parce que je suis dans un truc peut-être un peu stressant, mais fait bouger aussi le ventre, le bas du ventre, fait bouger peut-être un petit peu les épaules. Et ce faisant un peu de proche en proche, eh bien, j'arrive à toucher à une espèce de conscience du corps et j'arrive à comprendre petit à petit, pour moi en tout cas, ce que mon ostéo me disait en disant, tu vois que là c'est tendu, comment ça se manifeste quand c'est tendu? Bah oui, il y a une douleur. Si j'appuie dessus, je sens que c'est inconfortable. Et de proche en proche, comme ça, j'accède à des endroits où, si je te le dis là maintenant, est-ce que tu ressens ce qu'il y a dans ton petit orteil gauche? Alors, sauf si tu es un grand pratiquant et tu es très conscient de ton corps, tu vas probablement pas tout de suite ressentir. Mais si tu fais attention, eh bien, regarde, prends le temps là maintenant, tu vas capter que ton attention va progressivement, si tu n'es pas habitué, va venir vers le bas du corps, vers la jambe, le pied, peut-être la voûte plantaire, tu arrives à distinguer ça parce qu'il y a du contact. Et puis tout au bout, entre guillemets, tu as une zone là de feuillage orteillesque. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Non, je sais que c'est pas comme ça. Et tu arrives à capter cet orteil. Et en fait, cette partie de méditation, qu'est-ce qu'elle révèle, en tout cas pour moi? Elle met de la clarté, et c'était déjà le cas sur la respiration, hein, mais elle met de la clarté sur les limites de ma conscience. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont je suis parfaitement conscient, ça va très très vite. Je peux être conscient de ma respiration, ça peut aller assez vite en fait. Si je fais un petit peu attention, je peux capter que tiens, il y a de l'air chaud qui sort, et il y a de l'air plus frais qui rentre à l'inspire. Et puis il y a des zones qui sont un peu plus diffuses, puis il y a des zones qui sont encore plus lointaines. Eh bien, la méditation, qu'on pourrait rebadger à nouveau observation, c'est observer qu'il y a des zones avec lesquelles je suis familière, j'ai une conscience de ce qui se passe, puis il y a des zones avec lesquelles je ne suis pas familière. Et ça, c'est vrai dans mon corps, mais c'est vrai plus largement en fait. C'est vrai dans mon corps, si je suis très peu connecté à mon corps, notamment par exemple certains moments d'effort, eh bien, si je fais du sport, je peux m'être fait mal au pied, m'être blessé au niveau du pied, et pas sentir précisément où est la douleur, mais sentir que globalement, dans le bas, ça va pas très bien, et d'ailleurs, je commence à boiter un petit peu. Eh bien, quand je mets de la conscience, ça me permet d'aller voir spécifiquement à quel endroit j'ai cette sensation-là. Et si je vais encore un petit cran plus loin, eh bien, ce qui est vrai dans le corps est vrai aussi dans mes propres fonctionnements, c'est-à-dire la façon dont je pense. Et ça va être vrai aussi, non seulement dans les zones de douleur, mais aussi dans les zones ou dans les domaines où j'aurais envie d'être. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de trouver dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir dans ma vie. Si je n'ai pas conscience de ça, eh bien, je ne peux pas mettre mon attention dessus et recanaliser ce fichu mental qui sinon va aller raconter les histoires, les seules qu'il connaît. Donc voilà, cette deuxième étape, conscience du corps, c'est aussi conscience tout court. Et c'est ça un des enjeux de la méditation, enfin un des enjeux, je ne sais pas si on peut parler comme ça. Moi, je m'en fous, hein. Je suis méditant mainstream, donc j'ai le droit de raconter de la merde. Euh, mais un des effets collatéraux, quelque part, de la méditation, eh bien, c'est aider à prendre conscience de quelque chose qui est pour moi presque l'essence de pourquoi on est ici dans ce bas monde, qui est maître de la conscience. Donc une fois que tu commences à faire ça, eh bien, donc on reprend, tu respires, petit à petit tu prends conscience de ton corps, et du coup tu commences à cerner ton enveloppe physique finalement. Tu comprends ce qui est toi, ce qui n'est pas toi. On va digresser à la fin, rassure-toi, mais je vais rester là pour le moment. Et l'étape suivante dans la méditation, c'est souvent, eh bien, conscience du corps, après conscience des sons qui m'environnent. Et ça, c'est intéressant, les sons, si tu fais, moi c'était mon cas, je fais de la méditation, je mets des écouteurs, donc j'ai avant tout conscience des bruits, des sons, de ma propre respiration, peut-être de ma pulsation cardiaque,
peut-être des sons qui me sont immédiatement environnants, mais c'est filtré par les écouteurs, j'en entends qu'une partie. Puis si tu fais de la méditation soit avec des écouteurs qui laissent passer le son, soit sans écouteurs, bah, tu vas commencer à capter des sons qui sont plus lointains, peut-être plus faibles en intensité, et en tout cas qui ne semblent pas venir de toi et ta proximité immédiate. Donc c'est le chien du voisin qui est en train d'aboyer, et bien petit à petit ce son va te venir, et ce qui va se passer si vraiment t'es dans cet état de petit à petit je pourrais dire de relaxation, mais c'est pas le bon mot, je reviendrai aussi là-dessus après, mais de conscience qui s'élargit, on va dire, eh bien, tu vas voir que ces sons-là, eh ben, certes, c'est émis par le chien qui aboie et qui doit faire vibrer je ne sais quelle corde vocale, ou, enfin, je suis pas clébarologue, donc je connais pas. Mais bref, le chien émet un son qui part de quelque part à l'intérieur de lui, qui se propage dans l'air en tant que vibration, et qui vient faire vibrer bah, ta partie, euh, comment dire, au niveau de l'oreille et l'oreille interne, etc. Et qui fait que bah, le son devient un schéma électrique et que tu le ressens. Et en fait, la question que ça pose, c'est petit à petit, qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi? C'est-à-dire que le son, à quel moment il devient moi et à quel moment il m'est extérieur. Et quand tu commences à mettre tout ça un petit peu à plat, c'est-à-dire que tu n'essaies pas d'analyser si le son est loin ou pas, si c'est un chien ou c'est pas un chien, c'est un ensemble de choses qui t'arrivent et qui font que bah, tu vas avoir une conscience qui va être un peu diffuse, floutée, entre ce qui va relever de toi strictement et ce qui va relever des sons environnement, puis des sons plus lointains. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve à plein d'endroits, qui est qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui est pas moi finalement. À quel endroit moi je m'arrête. Je te donne un autre exemple, mais qui relève pour moi du même truc. Si je me mets à 10 mètres de toi, je pense qu'il y a pas d'ambiguïté, t'es pas gêné, tu sais que toi tu es là et moi je suis là-bas. Par contre, je regardais un spectacle là récemment, il y a un gars, il vient et il s'assoit, donc il fait un one-man show, puis il vient et il parle, il va dans le public et puis il va parler à littéralement 30 centimètres de la personne, voire 20 centimètres, et il s'assoit sur elle. Et là, la personne a toujours un mouvement de recul. Et tu sens qu'il y a une zone à 10 mètres et puis à 20 centimètres où, tiens, c'est bizarre, ça devient moi, je commence à ressentir une gêne, mais c'est bizarre, c'est pas mon corps physique pour autant. Enfin, sauf si ça s'y sur toi, c'est plus chiant. Et en fait, l'expérience des sons, c'est une expérience pour moi d'affranchissement progressif de ce qui est moi et de ce qui n'est pas moi. Et je pense que c'est un truc qui est super important. Ça touche à l'individualité, l'individualisme versus l'appartenance à quelque chose de plus large. Quand je m'ouvre au son, en fait, je m'ouvre à ce qu'il y a autour de moi, au ressenti, etc., de tout poil, j'allais dire, c'est pour le chien ça, mais de tous horizons. Je m'ouvre à l'influence de la personne qui est là, je m'ouvre à tout un tas de choses, et en fait, je ressens que finalement, je suis peut-être pas complètement disjoint du truc. Le son qui me vient dans l'oreille, bah, à quel moment il est en moi, à quel moment il n'est pas en moi, on peut discuter longtemps. Est-ce qu'il faut qu'il rentre jusqu'à mon tympan? Est-ce que c'est plus loin que le tympan? Mais s'il est déjà dans mon oreille, est-ce que c'est déjà moi? Parce que si le gars qui me met le doigt dans l'oreille, je vais pas trop kiffer. Enfin bref, t'as compris le truc? Et ça nous amène sur le quatrième niveau de méditation, qui est la méditation où, au tout début, j'ai galéré avec ce flot de pensées incessant, et je me suis dit, putain, merde, ça y est, je suis reparti. Et c'est terrible parce qu'en fait, le problème, c'est pas la méditation, tu as compris le truc, mais c'est moi qui fonctionne comme ça. Et là, je prends le temps de m'observer. Je suis parti dans mes pensées. Et quand petit à petit, tu prends cette distanciation, cette conscience plus large, et ça, c'est vraiment un truc qui me semble important, quand tu vas avancer dans la méditation, tu vas voir que ta conscience s'élargit, littéralement. C'est-à-dire qu'elle va passer peut-être d'un point très particulier, là où tu captes ta respiration, et on le fait parce qu'on peut maîtriser la respiration autant qu'on ne la maîtrise pas. On capte la respiration, peut-être le bout du nez, là où je sens l'air frais et l'air plus tiède. Et puis petit à petit, ça s'étend. Ça s'étend à ma cage thoracique, ça s'étend à mon corps. Et puis quand je commence à écouter les sons, eh bien, je commence à avoir une conscience qui devient de plus en plus vaste. Eh bien, la méditation fait cette petite magie-là. Quand on dit je veux avoir conscience, eh bien, la méditation contribue à te faire l'expérience de cette conscience-là.
Et si ta conscience se rétrécit parce que tu es reparti dans un coin qui ne semble même pas exister, qui serait peut-être dans un recoin de ton cerveau, d'une pensée qui se balade, c'est que ta conscience s'est rétrécie et tu n'as plus conscience du corps. Eh bien, au fur et à mesure, je reprends mon histoire, au fur et à mesure où tu fais de la méditation, tu pratiques cette méditation sans te mettre la misère pour essayer de faire mieux de la méditation, eh bien petit à petit, quand tu acceptes les sons et tu les laisses rentrer, y compris ceux qui te stressent un petit peu, que tu observes ta réaction au son plus que juger le son qui est bien ou qui est mal, eh bien tu vas arriver à un endroit où ça va devenir plus facile eh bien, de dézoomer encore d'un cran, c'est que tu vas être capable non pas de te laisser emporter par toutes les pensées qui arrivent, mais je dis tu vas, ça se trouve tu le fais déjà 1000 fois, hein, j'en sais rien. Euh, mais tu vas pouvoir te poser sur la berge de la rivière des pensées. Et là, tu vas arriver à un endroit où tu vas pouvoir être capable d'observer ta respiration, ton corps, laisser les sons venir et voir un peu comme si, je pourrais dire, tes pensées défiler. Les voir sans être aspiré par ces pensées. Euh, je suis plein de digressions aujourd'hui, hein, mais ma fille a re-regardé, re-regardé Harry Potter. Je ne sais pas si tu as vu ça, c'est les trackers, je crois. Ils viennent et ils essayent de choper un bout d'âme. Ben, les pensées, c'est un petit peu pareil. Quand elles passent, il y a un effet d'attraction qui est incroyable, surtout si la pensée eh bien, c'est pas une pensée trop farfelue que tu repères tout de suite. Hop, elle t'emmène et puis elle te rétrécit ta conscience et t'es parti avec elle. Bon bah voilà, si tu veux pas te faire choper par les détraqueurs, tu te mets sur le bord de la rivière et tu commences petit à petit à observer ces pensées-là. Et là, il y a un endroit qui pour moi est, je sais pas si c'est fascinant, en tout cas, euh, change beaucoup la donne par rapport aux trois siècles qui se sont écoulés. C'est que je peux observer mes pensées, et rien que ça, rien que le fait d'observer mes pensées, bah, ça veut dire qui observe mes pensées en fait. Quel est l'être, le je ne sais quoi, qui observe le dévi qui penserait. Parce que dans notre société des Lumières, je crois que je l'ai déjà dit ce truc-là, mais un peu mal éclairé en ce moment, dans notre société des Lumières, je pense donc je suis. C'est mon pote René. Non, 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 c'est pas le mari de Céline Dion, c'est René Descartes qui disait je pense donc je suis. Et il partait de ce point, un peu comme le Bouddha, de remise en cause, de doute systématique de tout ce qu'il y a, pour arriver à un seul endroit qui est je pense donc je suis. Et après, il avait prolongé le truc en disant peut-être qu'il y a des limites à je pense donc je suis, donc il y a un mal extérieur qui ferait que des fois je suis détourné, embarqué sur la mauvaise voie. Bref, passons, c'est pas ça le but. Mais si je suis capable d'observer mes pensées et que visiblement je suis plus que mes pensées puisque je les vois et je ne suis pas ma pensée, alors qui est-ce que je suis? Et la méditation, pour moi, nous permet de faire l'expérience que nous ne sommes pas notre mental. On peut avoir des moments où on s'observe penser et nous ne sommes pas notre mental. Donc, si nous ne sommes pas notre mental, nous ne sommes pas notre intellect, nous ne sommes pas non plus, je vais étendre ça, nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos émotions. On peut observer ces émotions, on peut dire, effectivement, là, je ressens du stress, mais je ne suis pas embarqué par le stress. C'est un petit peu comme l'empathie, c'est-à-dire je peux être à côté de quelqu'un, je vois que c'est dur pour lui, je ressens cette émotion-là et je ne suis pas embarqué par l'émotion. Ce qui va faire la différence entre pour moi l'empathie et la compassion. Eh bien, si je commence à voir ça, ça pose la question de en fait qui je suis. Et tu comprends que dans ce processus qu'on est en train de décrire, eh bien, on est dans un processus où la conscience qu'on a est en train de s'élargir et va dépasser les définitions basiques qu'on aurait données de nous-mêmes. C'est-à-dire, bah, je suis Devi dans ce corps-là, un corps incroyable, je t'avoue, mais dans ce corps-là, et je suis Devi avec cette façon de penser, je suis Devi avec ces émotions, et ben oui et non. C'est-à-dire oui, mais pas que. Il y a plus large que ça. Et ça, c'est un cheminement qui nous amène sur des endroits. Qu'est-ce qui se passe après? Si je continue à élargir cette conscience de moi-même, eh bien, petit à petit, je vais commencer à me dire, bah, je suis pas, enfin, c'est pas que je me dis, c'est que je vis, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas non plus mes émotions, je ne suis pas non plus mon corps, je suis visiblement plus vaste que ça. Et où est-ce que ça s'arrête?
Et là, je vais te partager. Alors, c'est chacun son expérience. Je ne crois pas du tout que, tout ce que je te raconte, ça soit universel. Mais si je te partage ma propre expérience, eh bien, de manière non chronologique, tu peux petit à petit capter que en fait, ton corps, effectivement, ne s'arrête pas à ton corps tel que tu le perçois au travers de tes sens. Ça, c'est un truc aussi que la méditation montre, enfin, nous permet de faire l'expérience de. C'est que on fait l'expérience de la réalité essentiellement au travers de nos sens. Si on n'avait pas nos sens, qu'est-ce qu'on connaîtrait de la réalité? Et pourtant, nos sens, eh bien, sont hyper limités, ne captent pas plein de choses. Enfin, notre vue ne capte pas les infrarouges, ne capte pas les ultraviolets, et pourtant ils existent. Et ça, c'est une micro-subsection de tout ce que serait la réalité. Je perçois quelque chose de rugueux parce que j'ai un signal électrique qui vient de mon épiderme et qui me dit ça semble rugueux, et j'ai mis un concept derrière. Mais la réalité est toujours bien plus vaste que ça, et la méditation nous permet de toucher ça. Et petit à petit, quand on rentre dans ce processus-là, eh bien, on peut arriver à des endroits où on se rend compte que notre corps, et je pourrais mettre nos corps quelque part, eh bien, sont plus vastes que le corps physique. Et alors, chacun aura sa... Tu peux t'arrêter là si tu as envie d'être, comment dire, 100% cartésien et que tu veux préserver ma crédibilité. Mais si tu es un curieux, un gourmand, la suite va t'intéresser. Les étapes suivantes qui se passent, c'est quand je respire, je peux capter en fait que ma respiration fait bouger mon corps, fait bouger mes corps, que il y a une couche autour de moi, puis une autre, puis une autre, puis une autre, qui vont bouger en même temps que ma respiration bouge. Et d'ailleurs, quand je bouge n'importe quel endroit de mon corps, ça a des répercussions à l'autre bout du corps, pas par les sensations au sens où on l'entend, mais si je bouge deux index qui sont séparés d'1 mètre, eh bien, je peux voir que euh, un index va influencer sur l'autre index. Ça paraît très bizarre comme truc, et pourtant, c'est quelque chose qui est pratiqué, enfin, perçu par beaucoup, beaucoup de personnes, et moi, c'est ma propre expérience. Et donc, tu captes ça, et si tu continues à aller plus loin dans la méditation, eh bien, tu peux arriver à des endroits où, qu'est-ce qui se passe si le petit corps physique qui petit à petit se dilue parce que ma conscience de moi-même est plus vaste que mon corps physique. En tout cas, qui je suis semble aller au-delà du corps physique. Eh bien, pour parler de ma propre expérience, il y a un endroit où tu peux avoir le sentiment de te perdre dans... euh, comment je pourrais appeler ça? Enfin, je vais reprendre un mot qui me parle en tout cas, dans l'espèce de vastitude. C'est-à-dire quelque chose qui est bien plus grand que moi. Ce que je veux dire par là, c'est l'impression de se diluer comme si j'appartenais, j'étais aussi l'atmosphère. Et il y a un endroit où peut surgir, c'est pas pour tout le monde, hein, peut surgir une espèce de, de peur primale. C'est-à-dire un moment où je me dilue, et là, il y a un réflexe un peu comme un réflexe que tu peux ressentir quand tu as vécu un rêve où tu as failli crever dans ton rêve, et d'un seul coup, tu sors comme ça du rêve, et tu ressens comme un instinct de survie qui vient te choper et qui vient te ressaisir et te remettre là et te réveiller. Et bien dans la méditation, il y a aussi cet endroit-là. Et personnellement, moi, c'est des expériences qui m'ont marqué. C'est des expériences où j'ai l'impression que d'une certaine façon, une forme de moi, une conscience de moi, je ne sais pas quoi, allait mourir. C'est-à-dire m'affranchissant petit à petit des différentes couches, je m'affranchis aussi de ce dans quoi je me reconnais, dans cet ego qui est d'ailleurs moi, ou une fraction du petit personnage que je suis. Et quand j'étends ça petit à petit, eh bien, je perce cette notion d'identité hyper ancrée, hyper définie, pour être une identité beaucoup plus vaste, en tout cas de faire cette expérience-là. Et là, il peut y avoir un espèce de réflexe de re-rassemblement autour de attention, si tu vas plus loin, tu vas mourir. Et, et ça, c'est des trucs que tu retrouves dans à nouveau pas mal de traditions. J'évite en général de nommer les traditions parce qu'il va se dire, ah tiens, c'est telle, je sais pas quoi, obédience ou je sais pas quoi. Moi, je crois pas du tout à ça. Je pense que les traditions sont avant tout des mots qu'on utilise pour raconter une histoire et un vécu qu'on fait tous plus ou moins le même. Bref, digression que je referme. Eh bien, tu vas faire cette expérience, et là, tu vas prendre conscience potentiellement que tu es plus vaste que ce truc-là, que le petit corps que tu es, et que comment dire, tu vas voir ce truc de l'ego
qui va essayer de te maintenir en vie, en tout cas de te maintenir en vie au sens humain du terme. Et c'est un peu comme, je sais pas, un champ d'attraction. Puis il peut arriver un moment où tu vas passer cet endroit-là. Un peu comme, je sais pas si tu fais de la voile ou des trucs comme ça. Tu avances, et puis au bout d'un moment, tu as la barre avec les vagues. Et bien, quand tu dépasses ces vagues-là, tu vas toucher un océan qui est plus grand et beau. Je sais pas s'il est plus calme, mais souvent il est plus calme que la barre de vagues que tu dois traverser. Eh bien, tu as ce truc-là, et à ce moment-là, donc personnellement, ça ne m'est pas arrivé 50 fois, plein de fois, ça je m'arrête bien avant ça, eh bien, tu peux arriver à un endroit où tu vas faire une expérience, je sais pas comment je pourrais dire ça, d'unité, un truc comme ça. C'est-à-dire, il y a définitivement une conscience que le temps, l'espace, etc., c'est des notions extrêmement bizarres finalement, et que à cet endroit-là, il y a un calme, il y a pas la notion de demain, d'hier, de danger, de pas danger. Il y a en fait, si je suis tout en même temps, il n'y a plus de danger, je ne vais pas mourir. Et c'est des expériences de... Alors, enfin, moi, j'ai pas fait toutes les expériences du monde, je te parle de la mienne, mais c'est les expériences de type Samadhi ou des choses comme ça, où à un moment, tu as l'impression d'avoir une connexion avec l'univers. Et personnellement, dans les choses qui m'ont le plus marqué, c'est se retrouver, ça fait partie à nouveau des pratiques qui sont décrites, de se retrouver sous la voûte céleste en été, un endroit où tu vois bien le ciel, et d'un seul coup, tu as l'impression d'être tout le ciel en même temps, et qu'il se passe un truc qui complètement te dépasse, enfin, je ne saurais pas trop le qualifier. Euh, et puis ça s'arrête, et tu reviens dans ton petit corps. C'est hyper frustrant, hyper décevant. Mais je crois que c'est aussi la vie, c'est ce qui fait les hauts, les bas, etc. Donc voilà ce que je voulais te partager dans ce cheminement. C'est que la méditation, tu peux le regarder comme un outil, tu peux le regarder comme une méthode, comme une façon de bien faire les choses ou de pas bien faire les choses. Bah, si on était un peu moins tous connotés, je pense que le langage nous biaise tellement à tellement d'endroits, eh bien on appellerait ça de l'observation de soi, et on commencerait pas par juger le fait de s'observer et qu'on voit des trucs qui nous plaisent ou qui nous déplaisent. On dirait simplement, bah, c'est ce qui est en fait. Et quand tu commences à dire plutôt que c'est bien, c'est mal, c'est ce qui est. Quand mes pensées s'envolent, c'est pas la faute de telle ou telle pratique, c'est pas fait pour moi, ou je ne sais quoi, c'est ce qui est. Quand je laisse pas rentrer les sons à moi, et puis que je vois que je m'effraie parce qu'il y a un son, je sais pas quoi, c'est ce qui est, c'est ni bien ni mal. Et plus j'élargis ça, plus en fait, ça étant la conscience, plus j'acquiers une pratique facile, un peu comme tu vois, un muscle que tu entraînes, d'une conscience élargie. Et quand tu fais ça pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans, avec ton rythme, hein, moi je le redis, je suis un méditant mainstream, et bien cette conscience-là, tu fais l'expérience de plus grand que toi, et tout toi est content, nourri d'avoir fait quelque chose de plus grand. Parce que quand tu fais, comment dire ça, quand tu fais cette expérience d'une conscience élargie, eh bien, en fait, je vais faire un lien avec des choses que j'ai déjà partagées. Tu fais aussi l'expérience de grandir. Et quand je dis grandir, j'apprends une nouvelle compétence, j'ai l'impression de grandir. Je fais un truc fou que je ne faisais pas avant, j'ai l'impression de grandir. Et ça, qu'est-ce qui nous donne du sens dans la vie? C'est l'impression de passer de plus petit à plus grand. Et c'est ça qui fait un sens de grandir. Eh bien, je trouve que la méditation contribue à ça, contribue à donner un sens plus vaste par la plus grande conscience qu'on a, et du coup la capacité plus large à grandir. Voilà, il n'y a rien à transformer, rien à changer, c'est ce qui est, c'est simplement notre conscience qui est un petit peu resserrée, et la méditation, l'observation, c'est un véhicule pour ça. Voilà mon partage un peu plus long que d'habitude sur ce qu'est pour moi la méditation. J'espère que ça t'inspirera, et prochaine fois, si tu fais de la méditation, et tu as le droit de pas en faire, mais ça comme toute autre chose, à quel moment tu prends des temps d'observation pour voir ce qui est et rien d'autre. Si tu as aimé cet épisode, eh bien, partage-moi en commentaire tes réflexions, tes vécus de méditation, et écoute, like, fais tourner, et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao.